Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, bienvenue. Je suis très très heureux de vous accueillir dans cette immense salle au sein de l'Université de Lausanne pour ce colloque qui se veut plus un workshop en fait qu'un un colloque. On aimerait discuter de plusieurs thématiques avec vous qui seront développées tout à l'heure par Laurent Tolbeck qui prendra la parole juste après moi. Donc, on va partager ensemble 2 jours d'échange donc sur les formes, les contextes d'apparition, d'utilisation des pierres dressées au Proche et au Moyen-Orient, du néolithique à l'apparition de l'islam. Donc, un spectre chronologique très large avec différentes approches pour étudier ensemble précisément les représentations, les manifestations de pratiques cultuelles entre culte des ancêtres et culte des divinités. Alors, le sujet, il n'a pas été choisi totalement par hasard. J'ai travaillé sur le culte des pierres pour ma thèse de doctorat qui a été soutenue en 2012 et le premier colloque auquel j'ai participé, c'était en Jordanie, invité par Tara. Vous avez rencontré Wael pour la première fois. Donc, c'était, je pense, il y a une vingtaine d'années. 17, voilà, c'était il y a 17 ans. Bon, du coup, on a plus ou moins gardé les mêmes sujets d'études avec des allers-retours, etc. Et donc, profitant d'un partenariat privilégié entre l'Université de Lausanne et l'Université libre de Bruxelles, Laurent Tolbeck et moi-même, on a monté, grâce à l'impulsion de Micheline, que je dis ici que je salue et que je remercie, un projet de recherche sur les restitutions architecturales des représentations des Béthiles à Petra. Donc, en collaboration avec Micheline de l'IFPO à Amman, qui est aussi une amie depuis de nombreuses années, on a réalisé donc des relevés tridimensionnels d'hôtels, donc les motabs, rupestres et construits situés dans divers quartiers de Petra et sur les hauts lieux. Et puis, on a aussi essayé de numériser du mobilier, donc des bétiles qui étaient au musée. Donc, l'idée de la rencontre de ces 2 jours qui nous réunissent, c'est permettre d'inscrire donc ces réflexions initiales qu'on a mené dans un contexte plus large pour profiter évidemment de votre expertise et de vos apports sur l'utilisation et la représentation de ces pierres. Pour les communications, on a prévu un temps assez large, 45 minutes et 15 minutes de discussion avec des moments d'échange pour faciliter effectivement, laisser la place à des discussions plus approfondies. C'est pour ça qu'on est aussi en petit comité. Et on aura la participation également du professeur Lenain qui nous suit en ligne depuis Bruxelles et qui interviendra dans des moments d'échange spécifiques et annoncés dans le programme. Je remercie évidemment le Bureau des relations internationales de nos 2 universités, donc Lausanne et Bruxelles, qui nous apportent le soutien nécessaire pour la tenue de ces 2 jours de conférence. Je remercie aussi mon département d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne pour son soutien. Je remercie et salue mes collègues dans la salle. Et puis, je remercie très, très chaleureusement aussi Laurent pour sa confiance et la formidable opportunité qui m'a offerte d'étudier ensemble ce corpus absolument passionnant. Last but not least, nous prévoyons de publier les actes de ce colloque. On l'avait mentionné donc dans l'invitation que vous avez reçue, qui seront édités donc par Laurent Tolbeck et moi-même dans la collection Études d'archéologie du Créa Patrimoine de l'Université libre de Bruxelles, diffusée par Peters. Et c'est pour ça qu'on vous demande de noter en rouge que on vous remercie de nous envoyer vos textes pour fin août. Comme ça, on espère avoir une publication, allez, début septembre, euh, pour une publication encore en 2024. Voilà l'objectif. Non, mais on est fou. Et je passe la parole à Laurent. Ah, puis j'ai oublié de passer le. Voilà. La fine équipe à Petra. Et du coup, je te passe la parole. Merci beaucoup Patrick. Merci de nous accueillir si gentiment à Lausanne. On est vraiment ravis, très heureux que tu nous accueilles avec beaucoup d'attention. Attends, je vais prendre mon téléphone. Voilà, merci. Alors, merci à vous tous aussi d'avoir accepté l'invitation. Euh, L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on est là, quels étaient les objectifs premiers, parce que on est une assemblée assez éclectique et c'était volontaire. On souhaitait vraiment avoir une assise large, vous allez voir dans la diachronie et dans les intérêts aussi. Alors, le point de départ, il est extrêmement simple. Pour ma part, je travaille sur le domaine nabatéen depuis assez longtemps et bah, le point de départ, c'est un constat. Quand on regarde les bétiles nabatéens, on dit, bon, tout le monde connaît ça, il y a de très nombreuses études, des inventaires, des approches typologiques, des propositions d'identification. À certaines de ces pierres sont associées des inscriptions qui permettent d'éclairer la nature des divinités, d'autres pas, la majorité pas. Bon.
Et puis, il y a deux grandes catégories, tout simplement. Il y a celles qui sont juste des pierres, puis d'autres qui reçoivent des traits anthropomorphes. Bon. Et c'est vraiment pas la majorité. Et le point de départ, c'était, tiens, mais c'est rigolo, ces traits anthropomorphes, quelle est la raison pour laquelle il y a des traits anthropomorphes? Alors, il y a eu des propositions anciennes, c'est une influence du monde méditerranéen, bon, j'y crois pas du tout. Où y a-t-il des stèles qui ressemblent? Puis alors on dit, tiens, mais oui, bah, effectivement, dans le monde sud-arabe, on se dit qu'il y a des choses qui ressemblent très fort. Mais à la différence du monde nabatéen, ce ne sont pas des idoles, ce sont des stèles funéraires. Et apparemment, sauf erreur de ma part, exclusivement des stèles funéraires en Arabie du Sud. Et puis, dans notre monde, chez nous, il n'y a pas du tout de stèle funéraire qui prend cette forme. Donc, c'est deux mondes exclusifs, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je ne crois pas du tout. Mais quand même, là, en lisant, le point de départ, c'est une réflexion que j'ai trouvée intéressante de Christian Robin dans un article assez général, qui n'était pas une question centrale de l'article, mais une incise. Il dit quelque part, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a perméabilité, une perméabilité plus grande entre le monde funéraire et le monde religieux, plus grande que ce qu'on imagine a priori? Est-ce qu'il y a une perméabilité? Et est-ce qu'il y a éventuellement une perméabilité aussi euh, iconographique, pourquoi pas? Bon, c'était lancé comme ça, sans réflexion, et au détour d'un article différent. Et je me suis dit, tiens, oui, oui, est-ce que ça peut pas être un bon point de départ de réfléchir effectivement à la fois sur, alors on est dans des environnements en péninsule arabique, des environnements, disons, nomades, en tout cas en grande partie, en partie. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir effectivement sur le temps long à ce que nous dit l'archéologie, des contextes dans lesquels on a appelons ça des pierres dressées, avec et sans représentation anthropomorphe, sur le temps long, avec des contextes qui sont peut-être religieux pour certains, assurément funéraires pour d'autres. Voilà. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de prendre des risques, quitter nos domaines spécifiques et aller voir un petit peu ce que peuvent nous dire nos collègues euh, sur le temps long, ça veut dire on va aller du côté du chalcolithique même, jusque, alors Jacqueline Chabby est ici pour évoquer l'arrivée, le bout de ce monde à travers le texte coranique et une vision, une lecture anthropologique du texte coranique. Euh, donc le temps long, l'espace et toute la péninsule et aussi un monde un peu différent qui est le Levant. Euh, voilà, prenons des risques et essayons d'ouvrir, d'autant que, voilà, comme l'opportunité se présentait de faire quelque chose entre Bruxelles et Lausanne, d'autant que on a des réseaux et des amis. Ouais, Lavoisier qui a fait des découvertes très importantes et qui est maintenant à Lyon, c'est à deux pas de Lausanne. Et puis Tara étant désormais à Genève et en travaillé aussi pour des périodes un tout petit peu plus récentes, mais enfin des questions connexes, on s'est dit, mais voilà, il y a tout qui se présente, les planètes sont alignées. Ça, c'est le point de départ. Avec évidemment, comme je vous le disais, je ne sais pas où j'avance ici, hop, peut-être une prise de risque. Évidemment, s'agissant de l'Arabie du Sud, on a contacté Jérémy Chitekat, qui malheureusement est à New York, et il a dit, je suis vraiment désolé, j'aimerais bien, mais c'est difficile, etc. Et donc, merci Ivona d'avoir pris le relais et ouvert en plus vers l'Éthiopie. Pour nous, c'est extrêmement important d'ouvrir encore un petit peu vers ce monde-là, qui est donc des deux côtés de la mer Rouge. Donc voilà, on est absolument ravis. Il y a peut-être un monde dans lequel la documentation est en train d'exploser, j'ai l'impression. Évidemment, il y a une documentation ancienne qui a été explorée par Uzi Avner dans le Negev, mais il y a une documentation nouvelle qui apparaît maintenant en péninsule arabique, très importante en quantité et aussi en contexte. Et donc, Solène Marion de Procé et Christian Romain ont publié un article en 2022 important sur des découvertes équivalentes à celles faites dans le Negev autour de petits sanctuaires, probablement nomades, donc de sites béthyliques. Et de la même manière, bon, les calendriers sont toujours un peu compliqués et Solène est retenue à Barcelone demain pour un autre colloque Mer Rouge, donc elle ne pouvait pas venir. Donc, je commence par les absents pour expliquer aussi un petit peu l'ouverture du sujet en quelque sorte.
Et puis, quand on prend des risques, on se dit, oh là là, allons-y, prenons un maximum de risques, c'est pas grave, puisque nous sommes ici, alors, des archéologues, très intéressés par le contexte, euh, des philologues également intéressés par le contexte, puisqu'on a un collègue bibliste et puis une collègue arabisante, mais qui insiste beaucoup sur le contexte d'élaboration de ces textes. Il y a un versant qui n'est pas le nôtre, auquel on n'est pas familiarisé, en fait, évidemment, c'est le versant anthropologique. Et moins encore les gens qui font des études classiques comme nous, que vous, préhistoriens, à mon sens. Et évidemment, on avait contacté Philippe Descola en se disant, on aimerait bien avoir votre regard sur nos erreurs, parce qu'on va peut-être commettre des erreurs en termes de catégories, comparer des choses sur une distance pareille et un spectre chronologique pareil, comme c'est prendre un risque, on a besoin d'un regard anthropologique. Et alors, de la même manière, il nous a dit, ben, je suis archi full, donc c'est un petit peu difficile de venir. Alors, je, 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 je me suis dit que c'était peut-être quand même utile de se placer de se nourrir un petit peu de certaines de ces propositions. Et puisqu'on va parler d'images de divinité et qu'on va parler d'ancêtres, je me suis permis de prendre ici et de vous lire un petit extrait peut-être. Ce n'est pas notre domaine, c'est l'anthropologie, nous ne maîtrisons pas ces concepts, mais je pense que ça peut nous aider à orienter peut-être un petit peu nos travaux. Bien que qu'on les confonde souvent avec les esprits dont elles partagent le mode d'existence intentionnel, les divinités sont plus stables dans leurs attributs et leur façon d'apparaître. Ce sont des puissances spécialisées, assignées à des unités sociales, des subdivisions de l'espace et du temps, des genres de pratiques et de techniques. Chacune de ces divinités, ou chacun de leurs avatars au sein d'une classe ou d'une famille synthétisée par un nom, se voyant plus spécifiquement investis d'une fonction d'intermédiation entre les humains et tel ou tel secteur ou population du cosmos. Tandis que les esprits sont des partenaires ou des concurrents qu'il faut séduire, cajoler ou duper, les divinités sont plus éloignées sur l'échelle de l'immanence, en même temps que plus précisément situées dans l'espace géographique et social. Elles font l'objet d'un culte dans des lieux précis où elles sont réputées résider. Des offrandes, des prières et des sacrifices leur sont consacrés à des moments convenus, et l'on attend d'elles qu'elles exaucent en retour les souhaits de leurs dévots dans le domaine de compétences qui leur est reconnu. À la différence des esprits, plutôt nomades, les divinités se trouvent ainsi contraintes dans leur domaine d'exercice par cette localisation qui devient absolue lorsqu'elles sont associées à ou incorporées dans un élément topographique, une image ou un édifice, rocher, montagne, source, statue, temple, oratoire, tombeau. D'autant que leur rattachement à un segment du collectif socio-cosmique dont elles font partie, un lignage, un village, un quartier, une confrérie, et d'où sont éventuellement issus des spécialistes liturgiques chargés de les célébrer, conduit à restreindre les bienfaits escomptés de leur intercession aux assemblages d'humains et de non-humains qui leur sont les plus proches et au champ d'intervention qui leur est fixé. Et même si le monothéisme a effacé en bien des endroits ces multiples particularismes pour les fusionner dans un Dieu polyvalent, délié des attaches territoriales et des affiliations segmentaires, il n'est pas parvenu à le faire tout à fait, ainsi qu'en témoigne la survivance chrétienne du culte des saints ou la vénération dont ils sont entourés dans une partie du monde musulman. Et puis, il y a le versant ancêtre. C'était dit que c'était important aussi d'aller du côté des ancêtres. Alors, bon, au risque évidemment pas de faire dire des choses qui n'ont pas été dites, mais de faire un focus sur la chose qui n'est pas la plus essentielle. Je prends un petit extrait dans la conclusion aussi de son livre Les formes du visible ici, et relatif aux ancêtres. Les ancêtres sont des humains situés en génération ascendante, ni vraiment morts, ni vraiment vifs, souvent matérialisés dans des hôtels domestiques ou lignagés, dont les descendants proches ou lointains sont dépendants en toutes choses. Dispositions personnelles, droits économiques, statut légal, prérogatives rituelles.
Les autels des ancêtres en Afrique de l'Ouest illustrent bien le type de fonction incorporatrice dévolue aux images de ce genre d'antécédents. Disposées dans des maisons ou des sanctuaires, des sculptures de bois figurent des hommes ou des femmes adultes, debout ou assis, dans une pose hiératique, dépourvus de toute dimension narrative. Ce sont des archétypes d'individus caractérisés par un stade de la vie et un statut reconnaissable. Or, ces statuts, désignés dans l'ère mandévoltaïque par des termes dénotant l'ombre et le reflet, sont le double de l'ancêtre et de son descendant qui lui rendent un culte. Pour que la configuration qui les lie soit effective, elle doit s'incarner dans une figuration reconnaissable par l'ancêtre, car élaborée dans un style identique par les sculpteurs qui travaillent pour le clan maternel en l'occurrence. Et c'est seulement si les ancêtres s'identifient dans leurs effigies qu'ils viennent habiter ces, entre guillemets, niches iconiques. Celles-ci sont donc à la fois des singularités, le double de tel ou tel aïeul maternel représentant le destin de son descendant, et des archétypes à l'image desquels les vivants doivent tenter de se conformer. Les, entre guillemets, petites personnes de bois, ainsi que les Bambara appellent les statues d'ancêtres, sont bien différentes des personnes animistes. Elles n'incorporent pas une intériorité non humaine activée à l'occasion de rituels, mais incarnent en permanence le réseau des relations sociales qui relie l'ancêtre à son descendant et à ses proches, en mettant l'accent sur les positions qu'ils occupent, les uns par rapport aux autres, sur leurs devoirs réciproques, sur les rites qui les réunissent. Pourtant, la statue n'est ni un symbole, ni un emblème, mais bien une petite personne, c'est-à-dire un artefact habité par un humain ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant, et doté de ce fait d'une agence propre, en dépit de son immobilité apparente. Mais une agence dont seuls les effets, prophylactiques, vindicatifs ou réparateurs, sont perceptibles par ceux qui les subissent, moyen d'avérer une présence par les résultats qu'elle produit. Je pense que comme archéologue, c'est important de se confronter à des lectures, des perceptions qui nous sont en fait qui sont radicalement étrangères de nos sources et de réhabiller, relire nos sources éventuellement à travers ces clés. En tout cas, essayer de confronter les choses. Et évidemment aussi, c'est un classique pour les classiques, si j'ose dire. Mais évidemment, il fait allusion, Descola fait allusion, et j'ai pensé aussi à un texte vraiment formidable de Vernant, Figuration et images. Publié en 1990 dans la revue Métis, Anthropologie des mondes grecs anciens, évidemment, où précisément il pose la question du rapport, et c'est un grand classique, hein, évidemment, chez les gens qui travaillent sur l'image, entre eidolon et eikon, en évoquant cette question de la métamorphose de l'image qui est, je cite, qui passe de la présentification de l'invisible, à l'imitation de l'apparence. C'est de voir où on se situe dans cette progression, dans ce réseau. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup à tirer, évidemment, de ces travaux. Alors voilà, du point de vue, voilà ce qui explique un petit peu la réunion et le risque de la réunion, mais peut-être aussi son intérêt, en tout cas c'est ce qu'on espère, nous, quitter nos champs propres et les confronter un petit peu. Donc, péninsule arabique et Levant sont deux mondes qui ne sont pas exactement les mêmes, hein, tant s'en faut. Je pense qu'ils ont des identités géographiques, linguistiques, très, très, très différentes, mais pourtant ce sont les deux mondes sur lesquels nous travaillons. Dans la diachronie, avec un spectre insensé, bon, on est tous très intéressés, je pense, par le contexte. Comme archéologue, c'est notre objet de recherche, notre préoccupation première. On essaye de faire parler ce qu'on trouve grâce au contexte, au pluriel, à tous les contextes. Merci à deux philologues d'accepter d'être là aussi, parce qu'ils font en particulier, me semble-t-il, le même travail, c'est-à-dire faire parler le texte à travers le contexte. Et donc c'est la raison pour laquelle on est ravis que vous soyez là.
Et puis, alors, un monde qui est celui des historiens de l'art et qui est encore un monde différent, c'est le monde des représentations. Et c'est un univers en soi. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai demandé à un collègue qui est donc Thierry Lenain, qui est spécialiste de l'image, philosophe et spécialiste de l'image, de ne pas hésiter à être présent. Je ne sais pas si ça fonctionne maintenant, mais pour éventuellement, s'il y a des erreurs, des dérapages méthodologiques, des dangers qu'on ne voit pas, euh, nous rappeler à l'ordre. Donc, voilà, je pense que ça peut être utile en fait. Voilà. Voilà le but de l'exercice. Évidemment, on n'est pas seul, il y a beaucoup de manifestations, mais je me rends compte que le sujet qu'on propose ici n'est pas exactement celui qui a été proposé ces 2 dernières années. Vous avez peut-être vu ce travail, enfin ce colloque à l'Institut catholique de Paris il y a 2 ans sur l'aniconisme. Je pense que Yvonna, tu étais là. On annonce une publication, ce serait bien. Donc le focus était quand même un petit peu différent. Me semble-t-il, encore qu'il y ait des points de rencontre. Et puis la même année, en fin d'année, de mémoire, c'était à Mayence, ce colloque sur les images de divinité, de Dieu et de divinité, disons, de Dieu et déesse en Palestine. Et il y a aussi là au moins 2 communications qui sont extrêmement proches des intérêts de notre colloque. Donc je pense qu'il faut jeter un œil à la, à la, à la publication, en tout cas annoncée. C'est pour ça qu'on dit, ce serait bien d'avoir assez vite, parce que ça prend toujours des années, et ça devient vite obsolète, me semble-t-il. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu dire fin août, c'est peut-être un peu ambitieux, mais c'est une manière de dire que au plus vite c'est le mieux, et je pense que c'est vrai que c'est comme ça que les choses avancent.